que j'aille voir à chaque fois sur le chat, ce sera peut-être plus simple. Déjà, première chose, le document dont je parlais tout à l'heure, est-ce que vous êtes tous allés le récupérer ou pas? Ou est-ce qu'il y a des gens qui l'ont pas récupéré parce qu'on va en avoir besoin peut-être en fin de séance, comme je disais tout à l'heure. Donc, si vous l'avez pas, allez le chercher sur la plateforme, là, comme on disait tout à l'heure. Ça permet, vous en aurez besoin, peut-être si on fait un exo type TD, vous en aurez certainement besoin. Ok, on va commencer. Donc là, on va passer quelques heures où je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est dégradation des matériaux à haute température. Donc l'idée, hein, c'est de vous montrer un petit peu à quoi sont confrontés les matériaux à chaud. Je m'appuierai pas mal sur les exemples du moteur, hein, parce que dans les moteurs d'avion, on voit des températures assez élevées. On verra tout à l'heure hein, ce que ça veut dire température élevée. Et puis l'idée, c'est de vous expliquer un petit peu la chimie, les réactions, etc., ce qui se passe derrière tout ça, et de voir un peu comment on interprète ces choses-là et comment on l'étudie en fait hein, derrière. Donc en guise d'introduction, un des éléments principaux hein, qui va nous poser problème entre parenthèses, hein, notamment quand on va exposer des alliages métalliques à haute température, ça va être l'oxygène de l'air. Alors même si dans la vie de tous les jours, bon, c'est quelque chose qui est indispensable à la vie, on constate que quand on place les matériaux métalliques dans un environnement contenant de l'air hein, et à haute température, on peut engendrer hein, des réactions irréversibles hein, pour la plupart des métaux qui vont conduire à leur oxydation. Donc, on va transformer les matériaux les alliages de l'état métallique à l'état d'oxyde. Donc ce type de dégradation et les produits qu'on va former, ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs. Donc notamment, ça va dépendre des conditions dans lesquelles sont placés les matériaux, notamment en termes de température principalement, mais également des atmosphères auxquelles va être exposé cet alliage. Par exemple, on peut avoir des agents corrosifs. Alors l'oxygène est un agent corrosif hein, finalement à haute température, mais il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent influencer comme l'humidité, la présence de sel. Quand je dis sel, c'est pas seulement le sel de table type NaCl ou le sel qu'on peut trouver dans la mer, mais ça peut être aussi des sels type sulfate, nitrate, etc. La présence d'acide, de pollution aussi, parce que l'atmosphère contient un certain nombre de gaz type des oxydes de soufre, des oxydes d'azote, etc., qui sont des pollutions liées à l'industrie, qui font que ça va jouer sur les phénomènes qui vont se produire à chaud. Également, on peut trouver d'autres types de pollution, comme des particules en suspension dans l'air, hein, ça peut être du sable par exemple, ou tout un tas de poussières de taille plus ou moins importante. Donc après, on va parler de corrosion sèche en général, d'oxydation sèche, dès lors que la température va dépasser à peu près 500 degrés, et lorsque les matériaux, comme je disais, sont soumis à des agents oxydants, type l'oxygène, etc. Donc après, en fonction de la nature de l'alliage, la dégradation, elle peut être plus ou moins rapide, hein, mais c'est toujours spécifique à un matériau. Donc chaque alliage va former derrière des produits de corrosion qui lui sont propres selon l'atmosphère à laquelle on va l'exposer. Donc ce qu'il faut savoir, hein, c'est que effectivement, vous entendrez, vous avez déjà certainement entendu parler de manière assez fréquente de tout ce qui est alliage inoxydable, hein, comme les inox, etc. Après, dans les faits, tous ces phénomènes d'oxydation et de corrosion, on peut jouer sur la composition des alliages, sur la mise en œuvre de revêtements ou autres pour protéger contre ces phénomènes-là. Mais quoi qu'il en soit, on fait ce qu'on aura beau toujours mettre en œuvre pour protéger notre matériau, ça restera uniquement temporaire. Hein, donc dans tous les cas, on va freiner principalement les phénomènes on va freiner les réactions hein, d'oxydation, de corrosion, etc. On va uniquement les ralentir, mais sans complètement les stopper. Ils peuvent toujours se produire à des vitesses plus ou moins importantes. Mais dans tous les cas, même si on a des alliages qui sont très résistants aux phénomènes d'oxydation et de corrosion,
On ne fait que ralentir le phénomène, on ne le stoppe jamais complètement. J'essaie de passer des fois. J'essaie de passer de temps en temps sur le chat pour voir s'il n'y a pas des infos que je rate. Ok, donc dans les faits, tout ce qui est réaction de corrosion, c'est principalement des réactions de surface entre le matériau et son environnement. Alors ça peut être des réactions entre des liquides ou des gaz vis-à-vis du matériau. Donc la corrosion, tout simplement, ça se traduit par des réactions d'oxydoréduction, donc entre un agent corrosif qui va être l'oxydant et un matériau, souvent métallique, qui va être un réducteur. Donc en gros, pour faire simple, donc, pour les alliages métalliques, on a la réaction d'oxydation, donc notre métal qui est au degré d'oxydation 0, en présence d'un oxydant, va lui céder des électrons pour s'oxyder sous forme de cation, en libérant des électrons. Et de l'autre côté, on va avoir la réaction de réduction pour équilibrer, pour garder l'électroneutralité, notamment du système. On peut avoir par exemple comme agent corrosif l'oxygène. Par exemple, quand on est dans le cas des moteurs, suite à la combustion du kérosène en présence d'air, finalement l'excès d'oxygène qu'on va avoir dans le moteur va jouer le rôle d'oxydant pour pouvoir former des oxydes avec les matériaux métalliques qui sont environnants. Donc après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que probablement dans d'autres cours, vous allez voir des phénomènes de corrosion qu'on va appeler basse température, phénomènes de corrosion aqueuse. Donc typiquement, c'est ce qu'on retrouve, par exemple, là j'ai mis une image pour illustrer ça. On voit la corrosion typiquement d'un bateau là sur le bord de la mer, donc liée à la présence d'eau salée principalement qui vient corroder le fer. Donc là, on va être dans le cadre des réactions de corrosion dites de basse température, donc qui résultent principalement de phénomènes électrochimiques lorsqu'un métal est mis en contact avec un électrolyte. Alors ça peut être en milieu acide, basique, mais également le milieu peut contenir différents sels. Donc en l'occurrence, le sel de mer joue un rôle de catalyseur sur la dégradation des aciers, par exemple, et favorise la corrosion des métaux. Donc ça, typiquement, cette première famille de corrosion, je vais pas en parler finalement au travers de ce cours, dans le sens où ça sera traité dans un autre module, et c'est des phénomènes qui sont assez différents de ce qui peut se produire lorsqu'on est en corrosion ou en oxydation sèche à haute température. Donc ça, c'est juste pour vous illustrer un petit peu le parallèle entre les deux, mais dans tous les cas, c'est quelque chose dont je ne parlerai pas plus que ça. C'est pour faire des comparaisons de temps en temps, mais globalement, c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc tout ce qui est corrosion de température, donc comme je le disais, quand on dit corrosion de température, on va être à plusieurs centaines de degrés. Donc typiquement, ça va commencer selon les familles de matériaux à partir de 500 degrés jusqu'à les températures maximales qu'on peut atteindre dans une application, que ce soit dans un moteur par exemple, ou je sais pas dans des applications type centrale, etc. Donc globalement, ça va s'étendre jusqu'à des températures qui vont aller jusqu'à 1200, 1300 degrés grand maximum. Parce qu'après, de toute façon, on n'a plus les matériaux pour résister à ces températures, au-delà de ces températures-là. Donc, quand l'oxygène est principalement l'agent corrosif, donc l'oxydant, on va parler principalement d'oxydation. Par contre, il y a d'autres phénomènes qui peuvent se superposer à la présence des phénomènes d'oxydation, donc notamment dans des gammes de température entre 600 et 950 degrés, où là finalement on va avoir plus des phénomènes de corrosion, donc on va avoir toujours la contribution de l'oxygène, mais associé à d'autres produits qui vont être par exemple des oxydes de soufre, des sulfates, etc., qui vont eux aussi jouer sur la dégradation de surface des matériaux. Donc là, je vous ai mis par exemple une aube de turbine qu'on retrouve dans un moteur qui a subi un petit peu de corrosion en service. Et donc, on voit bien que ça affecte quand même de manière significative le matériau et qu'il est important de s'intéresser à ces phénomènes pour garantir, notamment dans le cas des applications, sur tout ce qui est moteur, etc., de garantir la durée de vie des pièces, de savoir quels sont les phénomènes qui se produisent, à quelle vitesse ils se produisent, mais également quel est leur impact sur la tenue et la durée de vie de la pièce.
Ok, jusque là ça va. Bon, c'est tout. On est toujours dans l'introduction, hein. Donc, encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Faut pas hésiter à les poser. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais avancer doucement. Donc, dans cette slide-là, je continue un petit peu mon parallèle entre les phénomènes de corrosion aqueuse et les phénomènes de corrosion à chaud. Donc, notamment dans la corrosion aqueuse, hein, donc je répète, hein, ça se manifeste principalement à basse température, notamment en dessous de 100 degrés, dans le sens où c'est la température à partir de laquelle l'eau elle reste liquide en dessous de 100 degrés. Vous pouvez revenir à notre slide. Ok. Sur cette slide-là. Ok. Donc vous me dites quand c'est bon, hein, s'il y a d'autres questions, faut pas hésiter, profitez-en. Ok. De toute façon, pour la personne là qui vient de se connecter, qui avait un problème de connexion, on est qu'au début. Hein. T'as pas raté grand chose pour l'instant. On est dans l'introduction encore, donc c'est pas très grave. Ok, donc je continue. Je peux avancer, c'est bon? Pour Zoé là qui m'avait demandé de revenir en arrière. Ok. Donc je vais continuer Alors je vais essayer de rester comme ça pour l'instant parce que comme ça je vois en même temps les messages qui s'affichent. Donc ce que je disais, donc encore une fois je vais refaire le parallèle ici entre tout ce qui est corrosion aqueuse et corrosion sèche. Donc la corrosion aqueuse, hein, comme je le disais, ça se manifeste globalement en dessous de 100 degrés. Parce que globalement, ça se produit plutôt dans les milieux liquides et dont aqueux. Donc, ça nécessite également la présence d'un électrolyte, donc qui veut dire un milieu liquide qui peut être aqueux ou solventé. Parce qu'effectivement, souvent, vous allez étudier tout ce qui est réaction chimique en milieu aqueux, mais également, on peut avoir de la corrosion un peu spécifique dans des milieux solventés. Le milieu il peut être acide ou basique et il peut également contenir des ils peuvent également contenir des électrolytes. Oui, oui, alors je le mettrai. Par contre, ce que je vais faire, parce que je le mettrai par partie, le document. Je mettrai à chaque fin de cours, j'essaierai de mettre les parties, parce qu'en fait, je les mets à jour à chaque fois, parce que avec la version visio, là, je suis obligé d'adapter un petit peu pour que ce soit un peu plus facile à suivre. Mais j'essaierai de les mettre à chaque fois, de mettre les supports au fur et à mesure des semaines. Donc les réactions peuvent être plus ou moins complexes, hein, donc ça peut être souvent une somme de processus physico-chimiques. Donc là, je vous ai mis par exemple l'exemple du fer, donc de manière assez simple, hein, le fer en milieu aqueux, qui va produire ce qu'on a vu tout à l'heure dans le cadre du bateau là ici, qui va produire la rouille hein, principalement. Donc on a simplement la réaction d'oxydation du fer qui va s'oxyder en fer 3, donc en libérant des électrons. De l'autre côté, on va avoir la réduction, donc on a l'eau qui va se réduire, enfin, on a le H+ qui va se réduire sous forme d'eau et sous forme de dégagement de H2. Donc quand on équilibre la réaction, on retrouve cette équation-là.
Donc là, bon, normalement, ça, vous n'aurez pas de problème à équilibrer. Mais l'idée, ce que je voulais montrer ici, c'est que dans ce cas-là, l'oxydant, ça reste le H+. Et quand on fait la comparaison avec la corrosion sèche, donc là, pour le coup, comme je le disais, ça se manifeste plutôt aux températures. Donc globalement, à partir de 400-500 degrés, ça va dépendre des matériaux. Pour que ces phénomènes puissent se produire, il faut être en présence de gaz, souvent d'oxydants gazeux. Donc ça peut être de l'oxygène, des oxydes de soufre, des éléments halogénés, type la présence de fluor, de chlore, etc. Mais également, la corrosion à chaud peut se produire en présence de sels fondus. Donc principalement, ça peut être des mélanges de sulfates, donc ça peut être des sulfates de sodium, des sulfates de calcium, etc., qui au-delà d'une certaine température sont sous forme fondue et vont avoir pour effet d'attaquer le matériau de base et de former des produits corrosants. Donc encore une fois, quand on parle ici de corrosion sèche, c'est que la corrosion se fait par voie gazeuse et donc en l'absence d'électrolytes, contrairement à ce qu'on avait vu tout à l'heure, ce qu'on a dans les milieux contrairement à ce qu'on a pour la corrosion aqueuse, pour le coup, où là on a besoin d'un électrolyte pour pouvoir observer les réactions d'oxydoréduction. Là, typiquement, les réactions se font en général entre le matériau et un gaz oxydant. Donc, j'ai essayé de matérialiser ça encore une fois pour vous montrer ça avec le fer. Donc, par exemple, encore une fois, j'ai toujours mon fer métallique que je vais oxyder sous forme de fer 3. Et à l'opposé, contrairement à tout à l'heure, mon oxydant ici, ça va être l'oxygène, parce que je me rappelle, je suis à haute température. Mon espèce oxydante, ça va être l'oxygène de l'air. Et donc, dans ce cas-là, l'oxygène va se réduire sous forme de O2-. Donc, bien sûr, comme on est dans l'air, il ne va pas rester comme ça tout seul, c'est juste pour imager la réaction. Il va se recombiner immédiatement avec le fer 3+, donc ça va nous donner cette réaction-là. Donc, on a le fer métallique qui réagit directement avec l'oxygène gazeux pour former de l'oxyde de fer. Et donc là, on voit que avec un oxydant différent, on est dans un milieu différent, un oxydant différent, on va former des espèces qui sont différentes. Autant là ici dans le milieu aqueux, on va former plutôt de la rouille. Là, on va vraiment former des oxydes de fer dans ce cas. Donc là, l'idée de cette planche-là, c'était un petit peu de vous montrer encore une fois la distinction entre les deux familles de corrosion à chaud, de corrosion qu'on peut retrouver. Donc d'un côté, la corrosion aqueuse qui se passe, je rappelle, en milieu aqueux, donc en présence d'un électrolyte, etc., qui donne lieu à des réactions d'oxydoréduction entre le métal et son milieu, donc là, typiquement le H+, et de l'autre côté, les réactions, tout ce qui est corrosion sèche qui se produit à haute température, qui est principalement le résultat de réactions entre mon matériau de base et des espèces oxydantes qui sont généralement sous forme gazeuse. Donc là, j'avais repris ici l'exemple de l'oxygène, qui conduisent à la formation de produits, cette fois d'oxydation, qui vont dégrader le matériau. Donc dans tous les cas, on dégrade le matériau. Ici, là, il y a une erreur. C'est pas si c'est le fond dans la première équation de donc si, là, oui, effectivement, tu as raison. Je peux pas modifier parce que j'ai pas modifié sur cette version-là. Voilà, ici, là. Ici, ouais, effectivement, parce que quand j'ai équilibré, j'ai oublié d'équilibrer les électrons ici. Au-dessus de l'oxydation. Okay. C'est là, il y a une erreur. Mais là, j'arrive pas à modifier parce que c'est une version équation et j'ai pas changé avec ce. Donc là, effectivement, c'est bien 6 ici. Je corrigerai. Ok. Est-ce que pour la distinction entre les deux types de phénomènes, c'est clair ou pas? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a besoin que je réexplique des choses pour la suite? Sachant que là, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, on reste sur une partie introduction, on verra tout ça un peu plus loin.
Ok, donc j'avance si c'est bon pour tout le monde. Donc, ce qu'il faut savoir, donc là c'était une petite introduction sur la partie plutôt chimie et distinction des phénomènes. Là, dans la partie introduction, je voudrais quand même revenir sur un point qui est l'impact économique de la corrosion. Parce que comme on dégrade les matériaux, donc ça veut dire qu'à un moment, il va falloir les changer, et donc dégrader les matériaux, enfin changer les matériaux, ça a un coût. Et donc quand on a une application industrielle, va se poser la question du choix du matériau de manière à s'assurer de sa durabilité dans le temps, notamment vis-à-vis de son environnement. Donc comment on va choisir globalement le matériau? Donc, généralement, donc, pour tout ce qui est application aéronautique, par exemple, tout ce qui est moteur d'avion, etc., on va beaucoup regarder les propriétés mécaniques. Donc l'idée, c'est tout ce qui est résistance aux sollicitations mécaniques. Donc, ça va être un premier facteur de choix du matériau. Quand on va travailler aussi sur tout ce qui est aéronautique, ben, on va regarder la densité, parce que le poids est un paramètre important, notamment sur tout ce qui est consommation en kérosène, principalement. Il va y avoir également le mode d'élaboration à la mise en forme, parce que bah, c'est un coût, il faut être capable de faire les pièces avec, avec les géométries qui vont bien, et va venir ensuite la partie résistance chimique. Alors ça n'a pas forcément un ordre, pas forcément l'ordre du plus important au moins important, mais la résistance chimique, hein, dont on va beaucoup parler dans ces quelques heures, c'est quelque chose d'important parce que si vous avez un très bon matériau qui a des super propriétés mécaniques, par exemple, qui est super léger et qui est extrêmement facile à élaborer, à l'inverse, si au bout de quelques heures de fonctionnement, votre matériau il a complètement corrodé, bah, typiquement l'équation elle n'est pas bonne, quoi. Donc il faut également tenir compte de ces phénomènes de résistance chimique. Et à la fin, bah, il y a le coût hein, de tout ça, donc tout ce qui est fabrication, mise en œuvre, mais également le coût d'exploitation. Donc ça revient à ce que je disais juste avant. Hein, si vous êtes obligé de changer votre matériau tous les quelques heures parce qu'il se corrode trop vite, bah, typiquement, économiquement, c'est pas intéressant, quoi. Donc bien sûr, il n'y a pas de matériau universel qui a toutes ces propriétés-là au maximum. C'est toujours un compromis. Mais quoi qu'il en soit, hein, on essaye de toujours trouver le meilleur compromis pour répondre à une application donnée, quoi. Donc, ce que je veux mentionner ici, c'est que globalement, les phénomènes de corrosion, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte dans le choix d'un matériau et dans la conception d'une pièce. Là, je vous ai mis par exemple hein, dans un moteur hein, d'avion, on peut retrouver par exemple bah, des pièces qui vont commencer à souffrir un petit peu de la corrosion. Donc, on voit là ici sur des pales hein, qui sont des pales de turbine pour lesquelles bah, je vais voir un petit peu d'oxydation, un peu de corrosion, et on voit que les pales hein, commencent à être attaquées un petit peu partout. Et donc là, ça veut dire que bah, il va falloir les changer. Donc tout ça, c'est un coût, et donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, comme je le disais, hein, la corrosion, c'est un facteur économique, c'est un facteur économique important. Dans le sens où ben, quand les matériaux ils se dégradent, ça nécessite de les remplacer, voire dans certains cas on peut quand même les réparer pour minimiser les coûts, et donc ça joue sur le coût d'exploitation. Et par exemple, hein, également quand on choisit un matériau, l'idée c'est de regarder un petit peu le coût. Donc là j'ai mis par exemple hein, quelques exemples d'évolution du cours de quelques matériaux métalliques. Donc, on voit par exemple les alliages base nickel, enfin le nickel qui est surtout utilisé beaucoup pour les applications à haute température. Ok, je vais essayer d'aller moins vite. Vous voulez que je revienne sur la planche précédente? Ok. Ouais, n'hésitez pas à me ralentir un petit peu parce que j'ai pas forcément hyper l'habitude de faire en visio. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire s'il faut que je réexplique quelque chose aussi, s'il faut que je rajoute des compléments, faut pas hésiter à me le dire. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir hein, sur cette partie-là, c'est que globalement, bah, il faut pas oublier hein, ces phénomènes de réactions chimiques hein, qui peuvent dégrader les matériaux, parce que il faut pas oublier que le matériau il évolue dans un environnement, et donc vis-à-vis de cet environnement-là, il faut être sûr que notre matériau il soit fiable et qu'il soit résistant à l'environnement
auquel il va être soumis. Donc ça, c'est vraiment une composante qui est assez importante dans le choix d'un matériau. Ok. Ouais, par contre, quand je vais trop vite, quand vous me dites, ça c'est bien, là, ce qui a été fait, là, c'est de me dire, une fois que c'est bon pour vous, dire, ok, c'est bon, qu'on puisse, que je sache quand est-ce qu'on peut continuer à avancer, quoi. Donc, effectivement, quand vous me demandez de m'arrêter ou de revenir en arrière, une fois que c'est bon pour vous, faut pas hésiter à me dire que c'est bon, et puis qu'on puisse, avancer, que j'attende pas que que vous soyez bon. Donc, ouais, c'est bien ce que tu as fait, là, de me dire que c'est, une fois que c'est bon pour toi. Donc, ouais, quelques chiffres hein, sur la partie économique hein, du choix des matériaux. Donc, ce qu'on voit globalement, c'est que bah, le cours des matériaux, il a un impact direct. Hein, enfin, le coût de la corrosion est directement impacté par le coût des matériaux. Donc, par exemple, hein, on voit ici une évolution du prix du kilo de nickel, hein, de la tonne de nickel sur une dizaine d'années à peu près. Donc on voit qu'il y a eu un moment en 2008 là, le nickel était extrêmement cher. Donc ça c'est souvent lié à un contexte économique. Hein. Donc typiquement quand il y a des conflits géopolitiques, etc. Bah, ça fait monter le cours des matériaux. Donc globalement quand on choisit un matériau, il va falloir faire attention au prix et notamment à la demande qu'il y a derrière et à l'évolution potentielle de son prix dans le temps. Notamment si est-ce que c'est un matériau stratégique, est-ce que c'est des pays qui ont l'exclusivité sur l'utilisation de sur l'exploitation et l'extraction de certains matériaux métalliques. Donc là, je vous ai parlé, je vous ai montré le cours du nickel parce que globalement dans le cours, on va beaucoup en parler parce que pour tout ce qui est application à haute température, on va beaucoup utiliser les alliages constitués de nickel. Et donc c'est pour ça que je vous ai mis le cours du nickel, par exemple. Hein. Donc là, ça s'arrête à 2017. Mais globalement, on voit que les fluctuations peuvent être importantes. Hein. Ça peut fluctuer d'un facteur 5 hein, dans le cas où on a des conflits hein, économiques, par exemple. Mais également, ce qu'on se rend compte aussi depuis un certain nombre d'années, c'est qu'il y a beaucoup de pays émergents qui sont en forte croissance. Et donc, qui dit forte croissance dit besoin en matériaux métalliques, notamment pour tout ce qui est construction, transport, énergie, etc. Donc forcément, ça va impliquer des évolutions sur le coût, plutôt à la hausse, parce que plus la demande va être importante, plus le coût d'un matériau va augmenter. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte euh, dans le choix d'un alliage métallique et, donc, et également dans l'aspect dégradation du matériau. Parce qu'effectivement, c'est encore comme je disais tout à l'heure, s'il faut renouveler très fréquemment le matériau, bah, ça nous oblige à devoir avoir de la ressource derrière, et donc ça peut jouer dans la balance sur son prix, et donc sur la partie économique. Ce qui est également aussi, c'est que la disponibilité des ressources, bah, elle est complètement inégale hein, à travers le monde. Hein. Il y a des pays qui ont beaucoup plus de certains matériaux métalliques. Hein. Si on prend par exemple la Chine, hein, la Chine a l'avantage d'avoir beaucoup de matériaux qui servent à faire nos téléphones. Donc ça, c'est des matériaux stratégiques, hein, tout ce qui est à base de l'atome, etc. par exemple. Et donc ça implique derrière un coût sur les matériaux métalliques. Donc ça veut dire que derrière, quand on va choisir les alliages, notamment tout ce qui est alliage pour la haute température, il va falloir aussi prendre en compte ces considérations. Parce qu'effectivement, on peut avoir encore une fois un alliage avec de très bonnes propriétés, mais en même temps, on peut être limité lié au fait de la disponibilité hein, du matériau et donc du coût associé. Donc là, j'ai mis d'autres éléments comme l'aluminium, le cuivre, l'acier et le fer. Donc on voit, hein, il y a notamment le cuivre, hein, par exemple, hein, qui fluctue énormément dans le sens où, encore une fois, pour les pays émergents, il y a besoin d'approvisionner beaucoup de cuivre pour pouvoir faire tout ce qui est réseau de télécommunications, réseau électrique, etc. Acheminer le courant. Hein. Il y a un pays en développement, c'est un pays qui a besoin d'acheminer de l'énergie, donc du courant. Donc encore une fois, ça joue hein, sur le cours des matériaux métalliques. Donc ça c'est important. Hein, ce que je voulais résumer vraiment dans cette planche-là, c'est que globalement,
Les matériaux qui nous intéressent, qui sont des alliages base nickel, qui contiennent généralement pas mal d'alu, qui peuvent contenir un petit peu de fer, etc., bah, sont directement en lien avec le cours économique de ces matériaux, de ces éléments-là. Et donc, c'est un point important à considérer lorsqu'on va choisir un matériau, et notamment quand on va s'en regarder sur les aspects tenus à l'environnement chimique. Donc après, là, je vais passer 2 slides un petit peu rapidement. Donc là, l'idée, c'est plus pour votre culture, hein, c'est un petit peu la répartition globalement. En plus, les images sont pas hyper qualité. Si ça vous intéresse, vous pourrez les regarder. On voit un petit peu la répartition hein, des matériaux métalliques hein, au travers le monde. Hein. Donc on voit par exemple la Chine, hein, comme je le disais, a pas mal de matériaux type terre rare, de matériaux réfractaires comme le molybdène, le tungstène, qu'on utilise pas mal comme élément d'alliage hein, dans les alliages à haute température, tout ce qui est tenue mécanique. Voilà, on a d'autres pays comme l'Australie qui ont pas mal de nickel. Puis on a beaucoup de pays aussi au niveau de la région Afrique, où finalement il y a beaucoup de matériaux très stratégiques, hein, sur tout ce qui est les platinoïdes, hein, platine, palladium, rhodium, chrome, titane, etc. Donc ça c'est un pays qui est, enfin, il y a des zones et des pays qui sont relativement riches en éléments en éléments métalliques. Et donc, on voit bien que la répartition, elle est quand même assez hétérogène à travers le monde. Et on voit bien que certains pays ont vraiment un monopole stratégique hein, sur les besoins et sur les matériaux métalliques. Pour revenir sur cette approche économique de la corrosion, donc ça, c'est des chiffres qui sont pas forcément hyper récents, mais ce qu'on peut voir, c'est le coût de la corrosion. Donc, par exemple, hein, si on prend aux États-Unis, le coût de la corrosion, donc qu'elle soit toute corrosion confondue, hein, on là pour le coup la corrosion basse température, corrosion à chaud, etc. Ça représente 279 milliards de dollars, donc ça fait 32% du PIB, donc c'est quand même énorme. Et ça représente globalement 500 kilos de 500 kilos de matériaux métalliques qui sont dégradés par heure en fait. Hein. Encore une fois, c'est des chiffres que j'ai trouvé qui concernent les États-Unis. Et c'est quand même impressionnant parce que chaque heure, il y a une demi-tonne de matériaux qui est dégradé lié au phénomène de corrosion. Donc c'est quand même important. Et ça fait beaucoup ne serait-ce que la corrosion, c'est une consommation importante hein, finalement de matériaux métalliques. Et si on rapportait ça au chiffre en France, ça représenterait à peu près la corrosion, ça représente à peu près 4% du PIB. Ça paraît pas énorme comme ça, mais ça représente vite des milliards d'euros. Donc c'est aussi pour ça que la corrosion, c'est quelque chose d'important à regarder, à étudier aussi, de manière à essayer de lutter contre la corrosion, d'avoir des matériaux qui soient plus résistants, etc. Mais également, ça peut être l'occasion de développer des revêtements qui vont protéger contre ce phénomène de corrosion et donc limiter le coût finalement lié à ces problématiques. Parce que corrosion, enfin, qui dit oxydation, ou corrosion, dit consommation de matière, hein, tout simplement. Donc, finalement, en dégradant de la matière, c'est comme si on consommait de la matière, et donc ça représente derrière une dégradation et un coût non négligeable. Donc, pour lutter un peu contre ça, bah, l'idée c'est que on va s'intéresser à pas mal de choses. Hein, au niveau des axes pour réduire le coût de la corrosion. Donc ça va être notamment prendre conscience que la corrosion ça existe et que ça a un impact économique, c'est déjà le premier point. Donc ça c'est ce que j'ai essayé de faire, hein, de vous sensibiliser au travers des 2-3 planches précédentes. Donc l'idée c'est de vous sensibiliser au phénomène de corrosion parce que ça a un coût. Donc c'est plus trop le cas maintenant pour les voitures, mais avant quand les anciennes voitures, hein, il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, finalement périssaient généralement par corrosion des bas de caisse, etc. Bah, typiquement aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'améliorations et beaucoup de travaux sur les alliages, sur les protections, etc., qui font que bah, nos voitures elles roulent quasiment plus hein, quand elles fonctionnent. Donc ça, typiquement, c'est vraiment une prise de conscience hein, du coût de la corrosion et des impacts économiques que ça a derrière. Et donc, bah, il y a des améliorations sur pas mal de choses qui permettent de s'affranchir de ces problèmes-là. Après, bah, effectivement, l'exemple que je viens de donner, c'est qu'on voit bien que la corrosion, on peut lutter contre. Hein. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on a des voitures qui ne corrodent plus, enfin très peu. Donc on voit très bien que bah, une fois qu'on a pris conscience du problème et contre quoi, on sait contre quoi on doit lutter sur ces problématiques-là, bah, l'idée c'est d'arriver à mettre en place des solutions
qui permettent de lutter contre ces phénomènes de corrosion. Donc pour pouvoir lutter contre tout ça, ça nécessite, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ça nécessite qu'on parle de la corrosion dans votre cursus de formation, que vous y soyez sensibilisé, que vous sachiez de quel type de problème et de quel type de phénomène chimique il en retourne. Ensuite, prendre en compte ces phénomènes de corrosion dans la conception des matériaux, dans la conception des pièces et le choix des matériaux. Donc ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, il y a aussi pas mal de travaux. Alors ça, c'est souvent à l'échelle du labo, voire même nous en R&D côté Safran, on fait pas mal de choses là-dessus. C'est essayer de définir et d'établir des modèles prédictifs de la corrosion, c'est de savoir à quelle vitesse nos matériaux vont se corroder, de manière à assurer la durée de vie de la pièce, c'est-à-dire voilà, même si la pièce elle peut corroder, je sais que malgré la présence de dégradation, il n'y a pas de problème en service, elle va tenir la durée de vie pour laquelle je l'ai conçue. Et puis après, le dernier point, c'est favoriser la R&D déjà pour mieux comprendre les phénomènes de corrosion. Donc ça, c'est ce qu'on va aborder un petit peu par la suite. On va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que tous ces phénomènes-là et qu'est-ce qui se passe. Et puis ensuite, développer les moyens de se prémunir contre la corrosion. Donc, ça va être soit utiliser des alliages qui vont être capables de résister à la corrosion, intrinsèquement, ou alors ça va être de développer des solutions de revêtement. Donc voilà, donc c'est un petit peu les différents axes sur lesquels il faut avoir un petit peu conscience et les leviers qu'on a en fait. C'est un petit peu la liste des leviers ici qu'on a pour essayer de comprendre et lutter contre ces phénomènes de corrosion et à terme faire le bon choix en fait. Quand on va choisir un matériau pour une application donnée, l'idée c'est de choisir au mieux le matériau. Pardon. Bon voilà, ça clôt un petit peu cette première partie là sur l'approche un peu économique, sur l'impact de la corrosion et éventuellement qu'est-ce qu'on peut faire en fait globalement pour lutter contre ces problématiques. Là clairement c'est plus un aspect c'est plus un aspect pour votre futur. Donc maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc c'est bon là jusqu'à maintenant, je peux avancer? Il n'y a pas de questions sur cette partie-là? Il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne éventuellement? Bon, ok. Personne se manifeste, c'est que ça va bien. Alors, quand on va étudier les phénomènes de corrosion, donc comme je l'ai dit un peu en introduction, globalement, que tout ce qui est dégradation des matériaux, ça va être en lien avec des réactions d'oxydoréduction, principalement. C'est ce qu'on a vu au début. Quand je vous ai présenté ici le cas du fer, globalement, on a d'un côté l'oxydation, de l'autre côté la réduction, pour former des produits qui sont des produits des types des oxydes. Donc là, dans les grandes lignes, ça paraît simple, mais dans tous les cas, pour étudier et comprendre un petit peu les mécanismes et prédire les durées de vie et les cinétiques d'oxydation conjointe, on a besoin d'un certain nombre de notions de base. Donc on va parler notamment de thermodynamique. Donc la thermodynamique, cette discipline-là, elle va nous servir principalement à connaître la stabilité des matériaux et des produits de corrosion. Donc là, globalement, ça va nous donner des informations sur le sens d'évolution du système. C'est-à-dire, j'ai un matériau métallique pris dans un environnement. La thermodynamique va me dire, mon système et mon matériau va évoluer vers tel ou tel état pour pouvoir se stabiliser globalement et c'est vers ça que mon système va aller. Ensuite, il y a la partie métallurgie, parce qu'on va souvent, quand on parle de phénomènes de corrosion, en général, même dans la très grande majorité des cas, sur des alliages métalliques. Donc, globalement, la microstructure de l'alliage et la composition des alliages vont conditionner les produits formés. C'est sûr qu'un acier et un alliage base nickel ou un alliage base titane ne vont pas former les mêmes produits d'oxydation, même s'ils sont mis
même s'ils sont mis dans un environnement donné. Donc ça, c'est important, hein, de l'aspect métallurgique. C'est un intérêt pour comprendre un petit peu la relation entre l'alliage et son environnement. Après, il y a des notions de cinétique. Donc là, ça va nous rendre, contrairement tout à l'heure où à la thermodynamique, ça nous dit globalement dans quel sens va évoluer le système. La cinétique, elle va nous dire à quelle vitesse va évoluer notre système. Il faut bien faire la distinction entre ces deux disciplines, où finalement, d'un côté, ça nous prédit le sens, et de l'autre côté, ça nous dit à quel sens ça va aller. Enfin, dans quelle vitesse ça va aller, dans le sens qui va être donné par la thermo. Après, il y a un axe sur la partie diffusion aussi. C'est important de connaître les phénomènes de diffusion à l'état solide, parce que globalement, il y a aussi pour comprendre tout ce qui est mécanisme de corrosion, il est nécessaire de comprendre un petit peu ce qui se passe en termes de mobilité des espèces à l'état solide. Et donc, si on a assez de temps, on verra un petit peu ces points-là dans les prochaines sessions. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est moyen d'analyse, hein, pour caractériser la corrosion. Donc ça, c'est pareil, hein, je vous ferai un détail de tous les moyens. Mais bon, il y a plusieurs choses, hein, qu'on regarde et pour étudier et comprendre ces phénomènes-là. Donc on s'est développé des essais. Donc il y a des moyens d'essai spécifiques qui servent à essayer de reproduire les phénomènes qu'on va observer en opération, en fonctionnement d'un matériau, etc., ou lors d'une application. Donc on a des essais qui vont essayer de reproduire des phénomènes qui vont se produire. Et puis il y a tout ce qui est moyen de caractérisation. Donc on va regarder un petit peu la chimie des produits qui vont se former. Donc tout ce qui est microscopie électronique à balayage, diffraction des rayons X, analyse infrarouge, tout ça, ça va être des outils qui vont nous aider à connaître un petit peu la nature des produits chimiques qui vont se former suite aux réactions d'oxydation et corrosion, et donc après d'essayer de comprendre un petit peu les mécanismes qui sont derrière. Donc voilà. Donc après, je ne sais pas ce que vous avez déjà vu en termes de techniques d'analyse, microscope électronique à balayage, diffraction des rayons X, tout ça, ça vous parle ou pas? Ok. Bon, ça a l'air. Vous avez été entendu parler, donc c'est bien. Je pourrais utiliser finalement ces termes-là de manière récurrente sans que ça vous pose problème. Okay. Donc voilà, donc quoi qu'il en soit, voilà, on est sur une activité finalement pluridisciplinaire, hein, qui met globalement tous ces domaines de compétences en synergie, et on a besoin de tous ces outils-là en fait pour aller étudier les phénomènes d'oxydation et corrosion. Alors je vous rassure, on va pas tout faire en détail, parce que de toute façon en 6 heures on n'aura pas le temps. On va s'intéresser à certains points, et notamment on va beaucoup regarder l'aspect thermodynamique dans un premier temps. Donc ça c'est ce qu'on va faire, hein, dans cette première session. On verra bien jusqu'où on va, mais on va surtout regarder dans un premier temps l'aspect thermodynamique pour comprendre un petit peu pourquoi le système il évolue et dans quel sens. Donc on va regarder un petit peu ces notions-là et les outils qui sont associés. Voilà, puis à mesure qu'on avancera dans le cours, on parlera de la partie cinétique aussi un petit peu, et puis surtout des moyens de caractérisation, pour que vous ayez un petit peu une vision de quels sont les outils qu'on peut mettre en œuvre pour permettre d'étudier ces phénomènes-là à l'échelle laboratoire, et puis ensuite d'avoir une meilleure compréhension de tous ces phénomènes-là. Alors après, au niveau du programme que vous faites, parce que je ne connais pas très bien le programme en M1, parce qu'il a changé déjà un petit peu par rapport à l'année dernière. Est-ce que vous avez les notions de thermodynamique, métallurgie, etc., diffusion, ça vous parle? Vous avez déjà eu des cours là-dessus ou pas pour l'instant? Okay. Ok, donc tout ça, vous avez déjà des notions, donc c'est bien. Okay, ça va m'aider un petit peu, ça m'évitera de devoir reprendre trop de choses. Ok. Donc en termes d'application, donc aujourd'hui dans les parties chaudes, hein, des moteurs. Alors bon, moi comme je bosse chez Safran, ben forcément je vais beaucoup vous parler de moteurs parce que c'est une application que je connais bien.
Donc par exemple, hein, dans tout ce qui est turbine aéronautique ou turbine terrestre, on va retrouver des parties chaudes dans le moteur qui sont plutôt à l'arrière, par ici. Mais il y a aussi pas mal d'autres applications où finalement on a des températures élevées et on a besoin d'une bonne résistance à l'oxydation, voire à la corrosion. Donc ça peut être tout ce qui est outillage haute température, centrale, etc. Donc on a quand même pas mal de domaines finalement où on a besoin de connaître et comprendre tout ce qui est comportement à chaud des matériaux. Donc en général, quand on a besoin d'un matériau qui tienne à haute température, on va plutôt utiliser des alliages base nickel ou base cobalt. Donc ça va être voilà, autant dans l'acier, finalement c'est un alliage base fer. Donc là pour le coup la base de l'alliage, l'élément principal ça va être soit du nickel, soit du cobalt, mais ça va être des alliages qui vont être relativement complexes, dans lesquels on va retrouver 10 à 12 éléments d'addition qui vont avoir diverses fonctions. On peut avoir des éléments qui vont permettre de renforcer les propriétés mécaniques, mais on a aussi des éléments qui vont nous permettre de renforcer les propriétés chimiques. Et donc principalement sur tout ce qui est haubbage de turbine, comme on peut le voir ici, on est sur des alliages base nickel, donc avec une structure gamma-gamma prime. Donc quand je regarde la microstructure de l'alliage, on a un arrangement à l'échelle de la microstructure qui est le suivant. Donc on a une matrice gamma qui est principalement du nickel, que j'ai pointé en vert. Donc c'est vraiment ce qu'il y a entre tous les petits cubes, c'est la matrice gamma qui est plutôt ductile. Et cette matrice gamma elle est renforcée par des précipités gamma prime qui vont avoir une composition de manière générale Ni3L qui vont permettre d'apporter des propriétés mécaniques à mon alliage. Donc ça c'est plus pour la microstructure. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est important de connaître la microstructure de l'alliage, où là finalement on a l'association d'une matrice ductile de nickel au sein de laquelle on a des petits cuboïdes là, un peu partout qui sont des précipités gamma prime qui vont avoir principalement pour fonction d'améliorer la tenue au fluage des pièces. Ça c'est le principal point. Mais également ce qu'on retrouve dans ces alliages-là, c'est par exemple beaucoup d'aluminium et beaucoup de chrome qui vont être des éléments qui vont nous aider à lutter contre les phénomènes d'oxydation et de corrosion. Donc globalement, tous ces alliages à haute température, vous trouverez souvent la présence d'aluminium dans la composition, mais également la présence de chrome, qui sont vraiment des éléments qui aident l'alliage à résister contre les réactions chimiques qui peuvent se produire à haute température. Et donc, bon, j'ai un peu sauté la ligne, mais ce que je disais, c'est que voilà, ces alliages sont renforcés en solution solide, donc c'est avec la structure gamma, et par précipitation de phase gamma prime ici. Et également, on a des éléments, comme je le disais, qui sont souvent du chrome et de l'aluminium, qu'on vient rajouter dans ces messages de l'alliage-là. Donc, non pas uniquement pour les propriétés mécaniques, mais également pour apporter une certaine résistance chimique liée à l'environnement. Parce qu'encore une fois, quand on va être dans le moteur, on va balayer des températures assez importantes. Je vous mettrai juste après, j'ai une planche là où je détaille un petit peu les répartitions de température dans le moteur. Donc vous allez voir que c'est assez hétérogène, mais surtout qu'on peut monter à des températures qui sont assez importantes. Et voilà, ce qu'il faut retenir ici, c'est que dès qu'on va parler d'application à haute température, on va souvent parler d'alliage base nickel, on va parfois parler d'alliage base cobalt, qui sont des alliages qui ont la structure qui est présentée ici, donc avec souvent des structures gamma prime. Alors je ne sais pas si d'un point de vue métal, si vous avez fait un petit peu de métallurgie dans vos cours et si ça vous parle ces structures-là. Ok, c'est vite fait. Ok. Donc en fait, peut-être juste pour que vous ayez bien en tête, je l'ai déjà dit, mais je vais répéter. C'est voilà, on a des alliages gamma prime, donc gamma correspond à la matrice gamma c'est la matrice, ok, bien compris. Celle-là particulièrement, ok. Ça veut dire quoi, pas celle-là particulièrement, je comprends pas. Gamma prime, c'est le précipité, ok, ça marche. Gamma prime, ouais, c'est le précipité. Souvent, c'est des précipités à base d'intermétalliques. On connaît le principe de la matrice de précipité. Ok, ça marche. Donc, ouais, donc je vais pas trop m'étendre. Et voilà, donc l'idée, c'est d'avoir une matrice ductile, des précipités intermétalliques, ici, type des aluminiures, qui vont renforcer les propriétés méca,
Et dans l'alliage, on vient rajouter des éléments aussi qui contiennent du chrome et notamment l'alu qui sert aussi au renforcement mécanique pour améliorer la tenue à l'environnement chimique. Ok, si c'est clair, c'est bien. Et donc, comme je vous disais, hein, dans le moteur, on a des applications où finalement les températures sont assez importantes. Alors là, je vais repasser en pleine. Alors, température, je ne vais pas avoir un impact sur la microstructure. Alors, là, alors, comment te répondre à ça? Alors, normalement, quand tu utilises un alliage, si tu veux, quand tu fais ton traitement thermique, etc., tu t'arranges pour que ton matériau il soit dans des domaines de fonctionnement pour lesquels ta microstructure elle va pas évoluer, ou très peu, ou très lentement surtout. Parce qu'effectivement, tu as raison, ta question elle est intéressante, parce qu'effectivement, quand tu es à haute température, ta microstructure elle peut évoluer et tes propriétés physiques peuvent changer. Tu peux avoir par exemple, si tu as tes cubes, là, tes petits cubes qu'on voit ici dans la matrice, ils se mettent à coalescer, donc si tous ces petits cubes ils viennent se mettre ensemble pour faire des gros cubes, bah, typiquement, tu vas être moins bon en fluage, par exemple, parce que tu auras moins d'obstacles aux dislocations, etc., par exemple, quand tu vas tirer dessus, quand tu vas lui appliquer une contrainte, et donc ton alliage, il va perdre en quelque sorte certaines propriétés, un peu ses propriétés mécaniques. Et dans tous les cas, en fait, si tu veux, les microstructures des alliages qui sont utilisées à chaud, en général, elles sont stabilisées, enfin, elles sont dans un état stable, où elles sont censées ne pas évoluer, quoi. Donc, normalement, non. Alors après, ça peut évoluer quand même un tout petit peu, mais en théorie, tu prends l'exemple d'une aube de turbine, typiquement, le fait qu'elle fonctionne plusieurs milliers d'heures à 1000 ou 1100 degrés ne va pas faire évoluer fondamentalement sa microstructure. Ses propriétés mécaniques doivent être globalement conservées. Oui, c'est le micro ici, là. Ici, là, ouais. En fait, j'ai essayé de zoomer. Hein. J'ai pris l'arrière du moteur là pour montrer qu'on avait ces pièces-là. Et quand je zoome la microstructure de la pièce, ça ressemble à ça. Il n'y a pas de barre d'échelle. Et là, il faut s'imaginer qu'on est à quelques microns. On passe de l'échelle du mètre, du centimètre, et là, du micron. Il faudrait que je rajoute des barres d'échelle. Ok, c'est bon pour tout le monde, là, cette partie-là? De toute façon, je pense que vous aurez des cours de métallurgie plus détaillés que ça, pour lesquels on viendra vers. Enfin, vous aurez des enseignements spécifiques, quoi. Ok, donc juste, alors je vais repasser en plein écran là parce que pour le coup j'ai fait des petites animations, donc pour que ce soit un peu plus clair, je vais repasser en plein écran. Donc là, je vous ai décomposé un moteur pour vous montrer un petit peu les températures qui sont atteintes quand on balaye le moteur. Donc là, on est sur la partie avant du moteur, donc là on est plutôt dans le module, ce qu'on va appeler le module fan, hein, donc on est plutôt à basse température, module fan compresseur. Donc là on va avoir des températures qui vont avoisiner les 100 degrés maximum, hein, donc on va se balader entre moins 50 pour la partie avant quand on va être en vol, et puis à partir d'ici on va être à peu près aux alentours de 120, peut-être 150 degrés. Quand on continue à avancer dans le moteur, on a des températures un peu plus intermédiaires. Donc là, on est au niveau des compresseurs, de la partie hard de turbine. Donc là, on va être aux alentours de 350, voire même jusqu'à 550 quand on va être par ici. Ensuite, quand on continue à avancer dans le moteur, donc là, ici, on a toute la partie chambre de combustion et la partie turbine, ici, qui est à l'arrière. Et donc là, donc dans la chambre de combustion, c'est là où on a la combustion du kérosène. Et donc, on va avoir des températures qui vont être très élevées. On va avoir des températures de gaz qui vont aller jusqu'à 1000, 1300, 1400 degrés. Ensuite, juste derrière la chambre de combustion qui se trouve ici, on va avoir des aubes qui vont voir des aubes de turbine qui vont voir des températures entre 900 et 1100 degrés. Et puis ensuite, dans le reste de la turbine, qui est localisée ici, on va avoir des températures, qu'on va appeler la turbine basse pression, on va avoir des températures qui s'étalonnent entre 650 et 850 degrés globalement. Donc on voit que quand on se balade un petit peu dans le moteur,
ben, on a quand même des températures qui sont atteintes, qui sont très variables, mais aussi qui peuvent être très élevées, notamment au niveau de la chambre de combustion et pour toutes les parties qui sont derrière la chambre de combustion. Et finalement, c'est toutes ces parties-là qui vont nous intéresser dans tous les champs qu'on va avoir sur ce cours-là. C'est toutes les dégradations des matériaux métalliques qui peuvent se produire dans des environnements, là, pratiquement typiquement tout l'environnement encadré en rouge, là, donc tout ce qui est chambre de combustion et puis tout ce qui est derrière la chambre de combustion, qui, comme vous voyez, voit des températures qui s'étalonnent entre 650 et quasiment 1400 degrés. Donc, il faut imaginer que c'est quand même des températures qui sont très élevées et que les matériaux, dans ces conditions-là, bah, ils souffrent un petit peu. Et comme ils souffrent liés aux phénomènes et aux réactions chimiques qui peuvent se produire, c'est important de comprendre ce qui se passe et de les étudier. Voilà, donc ça c'est là c'est vraiment pour vous donner une image encore de manière assez macroscopique des températures qu'on balaye dans le moteur, donc qui peuvent être quand même assez élevées. Encore une fois, on a beaucoup de zones qui sont en plus de 1000 degrés et on a aussi beaucoup de zones qui restent encore très chaudes, autour de 700-800 degrés sur une bonne partie du moteur, quoi. Donc, dans un moteur, typiquement, on va avoir beaucoup de phénomènes d'oxydation et de corrosion qu'il faut absolument qu'on maîtrise pour pas avoir des problèmes sur nos pièces. Donc là, je ne sais pas pour les gens qui connaissent ou qui connaissent pas tout ce qui est moteur, etc. Des températures comme ça vous parle ou vous voyez un petit peu ce que ça peut représenter ou pas? Ok. D'ailleurs, là, comme non, pourquoi? Si je fais la comparaison, ton four de cuisine, globalement, il monte pas plus de 200 degrés, quoi. Donc, tu vois, typiquement, c'est quand tu mets la main dedans, ça commence déjà à être un peu chaud. Donc, tu peux imaginer des températures aussi élevées que ça. C'est vraiment très très important. Il y a dans certains cas, ce qu'il faut imaginer, c'est que 1400 degrés, par exemple, si on met pas en œuvre des systèmes qui vont bien, on peut fondre certains matériaux. Il y a certains alliages, voilà, si je prends les aciers ou certains alliages base nickel, dont les températures de fusion sont de l'ordre de 1250, 1300 degrés, quoi. Donc, on pousse vraiment les matériaux à l'extrême dans ce. Ouais, tu peux intervenir le bip là, c'est quand quelqu'un va intervenir. Ouais, excusez-moi, c'est moi. En fait, j'ai une question. À ces températures-là, quand l'avion atterrit et que les turbines tournent plus, l'alliage, il risque pas de subir une transformation structurale, vu qu'on passe d'une température à 1500 quasiment, et à 1100 et quelques, pardon, et on descend d'un coup à la température ambiante, vu qu'il arrête de tourner. Ça va pas modifier la structure des turbines, enfin de l'alliage qui compose les turbines. Non, dans le sens où. Par contre, est-ce que tu peux recouper ton écho parce que sinon je m'entends en écho. Non, parce que comme je le disais tout à l'heure, en fait, on utilise des alliages dans des domaines où finalement leurs microstructures sont stables. Donc effectivement, sur toute la plage de température, que l'on passe de la température ambiante jusqu'à la température de fonctionnement, globalement, on reste dans un domaine où finalement la microstructure de l'alliage elle est stable. Et puis également, on verra plus loin, j'ai mis un cycle moteur à quoi ça ressemble. Enfin, typiquement, tu montes pas en température, enfin tu montes en température relativement rapidement, tu passes par des phases très chaudes. En plus, ensuite, quand ton avion il vole en croisière, il va être à certaines gammes de température. Mais quand tu atterris, tes pièces elles passent pas de cette température-là à la température à 20 degrés, quoi. Il y a quand même une certaine inertie dans le moteur. Et puis c'est pareil, le moteur il n'est pas coupé direct. Donc en fait, les transitions de température sont quand même, on va dire, relativement douces. On n'a pas d'effet de trempe, quoi. On ne coupe pas brutalement le moteur quand on atterrit, quoi. Parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que même quand on atterrit, globalement, on n'arrête pas le moteur tout de suite. Ouais.
Vas-y, il y avait une question aussi, j'ai vu là. Oui, c'est moi, excusez-moi. Je voulais vous demander, du coup, c'est une petite question de curiosité. Est-ce que, du coup, ce type de pièces, on va dire, ce moteur, est-ce qu'ils ont besoin d'être changés assez souvent, du coup, vu qu'on le pousse à l'extrême? Est-ce qu'il y a beaucoup d'entretien dessus ou autre? Pour te répondre, c'est dommage parce que en fait, au M2, j'ai fait un cours sur les moteurs en fait, etc. Donc bon, t'as la réponse en avance de phase pour l'année prochaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un moteur, typiquement, il est conçu pour, en général, fonctionner, on va dire 30 ans. Quoi. Globalement, il est conçu pour que les pièces elles tiennent 30 ans. C'est à peu près entre 20 et 30 ans. Ça dépend combien de volts tu fais par jour, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, ton moteur, il passe, s'il n'y a pas de problème, hein, il passe la première fois de sa vie en réparation, donc en inspection, etc. En général, en moyenne, après 6 ans de fonctionnement. C'est la première fois où ton moteur il passe au garage pour changer des pièces, inspecter des choses, etc. La première réparation, globalement, elle arrive à peu près entre 5 et 8 ans. Donc finalement, c'est pas tant que ça. Quoi. C'est 5-8 ans, ça fait quelques milliers de kilomètres et quelques milliers d'heures de vol. Quoi. Donc en comparaison par rapport, si tu veux, à nos voitures, où finalement tous les 300 heures, tu es au garage pour faire la révision, etc. Donc, ce qui représente tous les 30 000 kilomètres, un moteur, et il va tous les plusieurs milliers, voire millions de kilomètres, il va en réparation. Quoi. Donc effectivement, la conception du moteur fait que c'est quand même très robuste. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'avion il vole pas, bah, ça coûte très cher aux compagnies aériennes. Donc il faut que les moteurs soient fiables de manière à ce qu'ils n'aillent pas tous les 4 matins en réparation. Est-ce que ça répond à ta question? Ok, ça marche. Et voilà, après, effectivement, c'est des questions intéressantes, hein, mais c'est quelque chose qu'on pourra traiter l'année prochaine, en fait, parce que je fais une intervention aussi auprès des quand on sera en M2, je fais une intervention où j'explique un petit peu le fonctionnement du moteur et les matériaux qui sont utilisés dedans et pourquoi. Et bon, il y aura plus de réponses à ce moment-là, donc c'est intéressant hein, que vous ayez ces questions-là, mais je reviendrai plus en détail l'année prochaine pour vous. Ok, il n'y a plus d'autres questions? Après, enfin, voilà, je reste ouvert à d'autres questions. Hein, s'il y en a, on peut faire un aparté hein, s'il y a d'autres questions. Ok, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Donc, quand on est dans le moteur, hein, donc et tout ce qui est étage de compresseur, haute pression, chambre de combustion, etc. Donc voilà, donc toutes les parties qui sont autour de la chambre, donc ici et là derrière, hein, ce que je vous ai montré ici, bah, on est quand même dans des zones où il fait très chaud, hein, c'est ce qu'on a vu. On a le carburant, qui est du kérosène, et l'air qui sont mélangés au niveau de la chambre de combustion. Donc là, je vous ai mis par exemple une chambre de combustion, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Il faut imaginer qu'à l'intérieur, on a des injecteurs de kérosène, etc. Bon, ça, c'est ce qui permet de faire la combustion, mais en même temps, le moteur, il ingère tout un tas de cochonneries. Hein. Ça peut être du sel, des poussières, des oxydes, des sulfates, etc. Et il y a également les pollutions qui sont dans le kérosène. Hein. Il y a des traces de soufre, etc. Tout ça, ça passe dans la chambre de combustion, c'est brûlé et ça produit tout un tas d'espèces hein, qui ressortent, donc notamment du CO2 parce qu'on crame du kérosène, on forme de l'eau, y a aussi de l'oxygène résiduel hein, parce qu'on est en excès d'air hein, dans le moteur, et qu'également on forme des espèces de type sulfate, des oxydes de soufre gazeux, soufre 2, soufre 3, des sulfates, on retrouve tout un tas de cochonneries, et en fait toutes ces atmosphères là et tous ces éléments vont contribuer en fait au phénomène de dégradation à chaud. Donc, comme on disait, à forte température, il y a l'oxygène de l'air, il y a tous les produits issus des gaz de combustion du kérosène et tous les contaminants aspirés par le moteur. Donc, tout ça, ça va contribuer hein, globalement à l'environnement chimique que vont voir les pièces qui sont derrière la chambre de combustion, donc toute cette partie-là, où on est quand même encore une fois relativement chaud. Et tout ça, c'est des phénomènes, enfin, c'est des espèces qui vont contribuer aux réactions chimiques. Et donc, qui vont avoir aussi un impact sur les matériaux métalliques. Donc, on rend tout un tas de trucs.
on crame dans la chambre de combustion, et au final, on ressort tout un tas d'espèces qui ne vont pas être forcément bien sympas pour nos pièces qui sont derrière, quoi. Et donc, il va nous falloir les matériaux en conséquence pour que ça résiste à tout ça. Donc après, je l'ai dit, hein, en termes, je reviens un petit peu en arrière, là, c'est voilà, en termes de matériaux à haute température, donc dans le cadre où on est dans un environnement oxydant en présence d'oxygène, donc on va avoir des réactions d'oxydation principalement. Donc si je prends l'exemple du nickel, parce que comme je le disais, on a beaucoup de pièces en alliage base nickel, on va avoir le nickel qui va réagir avec l'oxygène pour former du NiO, par exemple, des oxydes de nickel. Donc là, le degré, en fait, on a du Ni2+ et du O2- qui se combinent suite à la réaction d'oxydation pour former du NiO. Et puis, par exemple, on a aussi on a aussi de l'aluminium qui est contenu dans ces pièces-là. Je vous rappelle, tout à l'heure, on avait parlé de la structure gamma prime, donc avec la structure gamma nickel plus Ni3Al. Donc, on retrouve l'aluminium de la phase gamma prime qui va pouvoir jouer un rôle dans l'oxydation quand il y en a suffisamment, et donc qui va former de l'alumine, de l'oxyde d'aluminium. Donc là, finalement, on va former de l'Al3+, qui va se combiner avec les O2- qui sont liés à la réaction de réduction, et donc former de l'oxyde d'aluminium. Donc ça, c'est des exemples d'oxydes qui peuvent se produire. Alors là, vous verrez un autre... Oui. Là, vous verrez autre chose. Pour le coup, j'ai volontairement ici normalisé mes réactions à 1 mol de O2. Ça c'est important, on y reviendra par la suite, parce que j'aurais très bien pu écrire 2Al plus 3,5 de O2 donne Al de O3. Mais là, en fait, j'ai volontairement normalisé. En fait, on fait ça souvent en oxydation pour pouvoir comparer les réactions entre elles. En fait, on normalise par rapport à l'oxydant, donc ici qui est l'oxygène de l'air. Et donc, j'ai normalisé ici mes équations de réaction par rapport à 1 mol d'oxygène. Donc, ça, c'est important parce que vous verrez dans toute la suite, dans tout ce qu'on va traiter, quand on va regarder un petit peu tout l'aspect thermodynamique qu'il y a derrière tout ça, on normalisera systématiquement nos réactions. Enfin, quand vous demanderez de les écrire, de toute manière, par la suite, je vous demanderai de toujours normaliser vos réactions d'oxydation par rapport à 1 mol d'O2, parce que vous verrez que par la suite, ça nous permet de comparer les réactions entre elles, notamment pour étudier tout ce qui est stabilité des espèces, etc. Donc ça, c'est un point important qu'il faut que vous reteniez. C'est qu'en oxydation, en général, on aime bien normaliser nos réactions par rapport à 1 mol d'oxygène, parce que ça permet vraiment de faire la comparaison des stabilités des produits entre eux. Donc ça, c'est la première partie sur la partie oxydation. Et puis, il y a également la partie corrosion qui est un petit peu différente, où par exemple, on est capable de former notre oxyde d'aluminium, mais la présence de sels, tels que des sulfates, va venir déstabiliser cet oxyde pour former par exemple des aluminates ici, ou alors dans le cas du chrome par exemple, pareil, on a formé des oxydes de chrome et la présence d'oxygène et de sulfate va entraîner la formation de chromate par exemple. Donc là, ce qu'il y a derrière ça, c'est que globalement, on peut avoir de l'oxydation, mais également on peut avoir des espèces, comme je vous disais tout à l'heure, des sulfates, etc., qui sont ingérés par le moteur. Donc typiquement, ça c'est ce qu'on retrouve dans des sables, etc., qui rentrent dans les réactions de corrosion, parce qu'ils se retrouvent dans le moteur, parce que le moteur, lui, se pose pas de questions. Il aspire l'air, mais il aspire aussi tout ce qu'il y a dans l'air. Ça peut être des poussières, du sable, etc. Et donc, toutes ces espèces-là, qui sont aspirées par le moteur, peuvent avoir un impact sur les réactions les réactions chimiques qui se produisent à haute température. Et donc, on peut avoir là des phénomènes de corrosion à chaud, sur lesquels on reviendra un petit peu par la suite. Mais ces éléments-là peuvent jouer un rôle de manière à déstabiliser les couches d'oxyde qui peuvent être formées et induire plus de corrosion que si on n'avait que de l'oxygène tout seul. Bon, après, on aura le temps d'en revenir sur tout ça. Là, encore une fois, c'est pour illustrer un petit peu un petit peu ce qui se passe. Par contre, je vais repasser en plein écran parce que j'ai fait des petites animations. Donc après, quand je suis dans le moteur, malgré tout, il y a des domaines en fait dans lesquels certains types de réactions vont être prédominants. Donc ça va être surtout conditionné par la température.
Donc de manière générale, hein, on admet qu'à partir au-dessus de 950 degrés, le phénomène d'oxydation, c'est le phénomène prédominant. Donc ici, l'agent oxydant, ce sera bien l'oxygène de l'air. Donc typiquement, sur ce graphique-là, on représente différents mécanismes de corrosion et d'oxydation. Donc en fait, l'oxydation, elle va s'exprimer sur toute la gamme de température, parce qu'on voit cette ligne-là qui correspond à la partie oxydation, qui contribue finalement à la vitesse de corrosion au global. Mais malgré tout, c'est un phénomène qui va être surtout prédominant aux températures, donc à partir de 900 degrés environ, 950. Après, à plus basse température, on a d'autres phénomènes qui peuvent se produire. Donc là, on a plutôt des phénomènes de corrosion, donc on va être plutôt dans le cadre bleu. Et après, il y a les deux bosses là qui représentent deux types de phénomènes de corrosion bien particuliers. Donc en fait, hein, après, sur la partie corrosion, donc on peut avoir soit des espèces sous forme gazeuse, soit des espèces solides qui peuvent être présentes dans l'environnement de la pièce. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. En sortie de la chambre de combustion, on se retrouve avec tout un tas d'espèces qui peuvent être soit des gaz, soit des phases fusibles, etc., qui peuvent engendrer de la corrosion. Et donc après, on a la distinction de deux phénomènes de corrosion qui peuvent se produire. Donc on va à plus basse température, alors c'est inversé par rapport à la logique, mais à plus basse température, autour de 700 degrés, on peut avoir de la corrosion par la présence de gaz soufré, donc en présence de SO2 ou de SO3, qui est généré par la combustion du moteur, du kérosène pardon, dans le moteur, qui va générer des espèces soufrées, donc qui va être ici le contributeur majoritaire au phénomène de dégradation dans le moteur. Quand on va continuer à monter, quand on va être un peu plus chaud en température, le phénomène principal qui va gouverner la dégradation du matériau, ça va être de la corrosion en phase condensée, donc par la présence de sel fondu. Donc là, typiquement, on va se retrouver avec des sulfates, en général liquides. Ça peut être des mélanges de sulfates de sodium, calcium, magnésium, etc., qui, en étant sous forme fondue à la surface de la pièce, va engendrer la corrosion du matériau. Donc là, ce qu'il faut retenir ici, hein, c'est qu'en fonction du domaine de température, donc il y a toujours de l'oxydation qui existe. Par contre, l'oxydation, c'est vraiment le phénomène prédominant dès lors qu'on dépasse 950 degrés. Et à plus basse température, donc il y a toujours en sous-jacent la présence d'oxydation. Mais le mécanisme principal qui va dégrader nos matériaux, ça va être plutôt de la corrosion, soit en présence de gaz soufré autour de 700 degrés, soit en présence de sel fondu autour de 850-900 degrés. Donc là, c'est à chaque fois, on est toujours en présence de réactions d'oxydoréduction, etc. Mais finalement, c'est l'espèce et l'agent oxydant qui va être modifié en fonction de la température et qui donc va engendrer le phénomène majoritaire de corrosion. Donc là, ça c'est ce qu'il faut retenir ici, hein, c'est qu'à haute température, c'est plutôt l'oxydation qui domine, et à plus basse température, donc quand on dit basse température, hein, ça reste entre 650 et 900 degrés, c'est là où c'est plutôt les phénomènes de corrosion qui vont dominer. Donc là, ce ne sera pas uniquement l'oxygène de l'air qui va jouer le rôle d'agent corrosif, mais également tout un tas d'autres espèces qui sont soit des gaz, soit des sels fondus. Pour ça vous parle un petit peu plus, là j'ai rajouté en gros les espèces à quoi ça correspond hein, globalement, hein, pour vous montrer qu'encore une fois, en fonction de l'espèce hein, qui va être prédominante. Donc là globalement on va avoir soit des gaz qui peuvent être soit l'oxygène, soit le soufre, soit des sulfates qui sont eux fondus parce que ces espèces-là, elles ont des températures de fusion relativement faibles. Elles peuvent être inférieures, par exemple, à 800 degrés. Et donc, une fois que ces sels fondent,
on va avoir des réactions d'oxydoréduction qui vont se mettre en œuvre et qui vont venir corroder notre matériau de manière assez agressive. Donc, je fais des petites modifs en même temps. Est-ce qu'il y a des questions sur cette distinction, sur les différents phénomènes? Donc encore une fois, ça reste très macro, mais c'est pour vraiment que on puisse vous puissiez voir la segmentation en fait qui existe entre les différents phénomènes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin que je reclarifie quelque chose sur cette slide. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, j'avance. Donc après, tout à l'heure, il y avait une question là par rapport aux températures dans le moteur, au niveau du refroidissement, etc. Donc là, par exemple, je vous ai mis un cycle moteur relié et en mettant en face la partie, le diagramme que je vous avais mis juste avant. Donc en fait, là ici, on a le temps, ici on a la température dans ce sens-là, et ici on a la vitesse de corrosion sur le troisième axe. Donc on voit que dans la première partie, là ici, la phase 1, c'est les phases de roulage. Donc là, typiquement, le moteur il tourne, et l'avion il est encore sur la piste en train de se balader avant de décoller. Donc là, on est dans des domaines où les températures sont relativement faibles. Donc globalement, on n'a pas trop de phénomènes de dégradation à chaud qui peuvent se produire. Le moteur il tourne, mais globalement, il ne produit pas des températures trop importantes. Ensuite, quand la température commence à monter, donc ici, on est en phase de décollage. Hein, donc sur toute la partie décollage, on voit qu'on va traverser plusieurs domaines. Donc on va traverser le domaine de corrosion type 1, on va traverser le domaine de corrosion type 2, pardon. Donc on va se retrouver dans des gammes de température où les pièces vont voir des températures plus importantes. Ensuite, on va continuer à monter en température. On va voir la deuxième type de corrosion qui va devenir majoritaire, donc plutôt la corrosion type 2. Et ensuite, quand on va finir quand le moteur il continue à chauffer, puisqu'on continue la phase de décollage, on va se retrouver dans cette gamme où finalement l'oxydation va être la partie prédominante dans les parties chaudes. Donc là, ensuite, la partie 2, c'est toute la partie de décollage. Donc on voit qu'on traverse tous les domaines où finalement on peut avoir de la corrosion type 2, de la corrosion type 1 et de l'oxydation. Ensuite, on va rester un certain temps dans la partie oxydation, parce que là, le moteur, il a chauffé très fort jusqu'à arriver à son altitude de croisière. Le moteur va refroidir un petit peu le temps de se restabiliser sur la partie croisière. Donc là, il va passer là, le schéma, il n'est pas à l'échelle, mais il va passer la majorité de son temps finalement dans l'état froid. Parce que typiquement, si vous faites un vol de 3-4 heures, là, typiquement, ça représente 20 minutes de montée. Et puis la partie stabilisée, là, ça va représenter 3 heures à peu près. Quoi. Donc ensuite, une fois qu'on a fini la partie vol, on va commencer à refroidir le moteur. Enfin, le moteur va se refroidir pendant la phase de descente. Donc là, on a toute la partie descente, approche, etc. Donc on reste quand même à des températures relativement élevées parce qu'on stabilise malgré tout dans la phase de descente avec on a besoin encore de pousser une poussée assez importante du moteur. Donc on stabilise quand même dans un domaine où on a plutôt de la corrosion type 1 qui peut toujours se manifester. Et ensuite, dans toute la partie atterrissage, approche et finalement roulage pour arriver jusqu'au garage, typiquement l'avion va avoir des températures un peu plus faibles. Donc en fait, ce que je voulais montrer par rapport à ce schéma-là, c'est que dans le moteur, même pour une zone donnée et pour une famille de pièces données, typiquement on va traverser tous les domaines où on va avoir différents phénomènes chimiques qui peuvent se produire, donc corrosion type 2, corrosion type 1 pendant la phase de montée, la phase de décollage. Puis dans les parties, en fin de montée, on va se retrouver sur des parties plutôt où on est en phase d'oxydation. Sur la partie croisière, donc la partie majoritaire du cycle, on va se retrouver plutôt sur une partie oxydation majoritaire. Et ensuite, quand on va redescendre en température, sur le temps, on va redescendre l'avion vers le sol. Au niveau de l'atterrissage, on retraverse les domaines dans l'autre sens. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plutôt de la corrosion dans des phases transitoires, notamment décollage, atterrissage, et on a plutôt l'oxydation qui domine dans les parties chaudes lorsqu'on est en fin de décollage et également en phase de vol stabilisé, en
phase de croisière. Donc là, l'idée, c'est surtout de vous montrer que finalement, le moteur, tout à l'heure, je vous ai donné des températures, mais globalement, en fonctionnement, ça reste un système dynamique. Donc là, c'est des températures de fonctionnement. D'ailleurs, je vais donner des plages, hein, justement, des plages de température. Et donc, on voit bien que dans le cycle moteur, on vient traverser un petit peu tous ces domaines. Et donc, on peut avoir finalement une somme de tous ces phénomènes d'oxydation et de corrosion qui peuvent se produire sur une même pièce en fonction d'à quel moment du cycle on se trouve, quoi. Donc, entre la phase de décollage, la phase de croisière et la phase d'atterrissage et d'atterrissage, et également les phases de roulage. Donc là c'est surtout pour vous illustrer aussi que on s'intéresse à tous ces phénomènes-là parce que globalement, c'est ce que voient nos pièces en fonctionnement. Et donc il est important de bien connaître dans quel secteur, dans quelle phase vont passer les pièces, à travers quel domaine, et qu'est-ce qui va se passer derrière pour nous, quoi. Donc en fait, les pièces sont pas toujours au taquet en termes de température, notamment au niveau des parties chaudes, mais elles voient quand même de manière générale des températures pendant plusieurs centaines, voire milliers d'heures, des températures relativement élevées. Donc, comme pour l'instant on en a déjà parlé, donc aux températures élevées, les alliages des moteurs, donc, je vous ai déjà montré tout à l'heure, on est plutôt sur des alliages bas-nickel, on peut avoir de la présence d'alu, de la présence de chrome. Donc les réactions d'oxydation, encore une fois, je les ai normalisées par rapport à une mol d'O2. Donc globalement, on a émis le nickel plus l'oxygène de l'air donne du Ni2+, plus du O2-, sachant que le nickel, là, il a son degré d'oxydation maximal, hein, Ni2+, c'est ce qu'on peut faire de plus pour le nickel, donc il va former du NiO. L'oxyde d'aluminium, lui, va s'oxyder sous forme d'Al2O3, ce qu'on appelle aussi alumine, de manière courante. Et l'oxyde de chrome, hein, le chrome, lui, va pouvoir s'oxyder sous forme d'oxyde de chrome Cr2O3. Donc, encore une fois, hein, vous avez vu qu'ici, j'ai normalisé mes réactions par rapport à une mol d'O2. Donc, c'est important parce qu'on pourra les comparer par la suite, quoi. On pourra comparer tout ça entre eux par la suite, quoi. Donc ça, c'est important de bien garder à l'esprit cette normalisation à une molécule d'O2, quoi. Ça, c'est important. Parce qu'encore une fois, quand je vous demanderai d'écrire les réactions, l'idée ce sera d'essayer de vous les écrire comme ça pour pouvoir exploiter finalement les réactions dans les différents égouts. Donc en fait après, là si on s'intéresse à la partie thermodynamique en fait, hein, des réactions chimiques qui sont associées ici. Donc la force motrice de la réaction, c'est basé sur la variation d'enthalpie. Donc normalement, si vous avez fait de la thermo, ça vous parle, hein. Donc le delta G, c'est l'enthalpie libre de réaction. Donc qui s'écrit aussi, comme je l'ai mentionné ici, delta G, c'est l'enthalpie libre des produits moins l'enthalpie libre des réactifs. Donc là, ici j'ai pris l'exemple du nickel, hein. Donc si je prends mon Ni2+, les deux Ni plus mon oxygène donne mon NiO. Donc finalement, le delta G ici, ça va bien être 2 delta G de NiO, moins l'enthalpie du nickel, moins l'enthalpie de l'oxygène. Et donc, ça va faire 2 delta G NiO, quoi. On retrouve bien à l'équilibre, hein, cette réaction-là, donc avec les réactifs, les produits qui sont positifs et les réactifs qui sont de valeur négative. Donc en fait, hein, le fait qu'on ait ce sens de réaction, ça va nous dire que le delta G ici va toujours être négatif, et donc ça nous traduit le fait que la réaction, elle va se déplacer dans le sens qui est mentionné par la flèche, donc vers la formation du produit.
Et donc, l'objectif ici, c'est on va utiliser finalement cette relation basée sur l'enthalpie libre de la réaction pour expliciter en fait les phénomènes d'oxydation et pour pouvoir les comparer entre eux. Donc ça, vous avez déjà vu ça, c'est l'aspect thermo là sur la partie réaction. Normalement, si vous avez fait un peu de thermo, ça devrait vous parler déjà. Ok, c'est bon. Donc ça, c'est clair a priori. Donc là, je vais repasser en plein écran pour la suite. Donc voilà, donc en fait, hein, quelques généralités maintenant sur voilà, on va rentrer plus dans le détail sur la partie des mécanismes d'oxydation. Donc dans un milieu contenant de l'oxygène, les métaux réagissent pour former des oxydes, suivant la réaction générique suivante. Hein. Donc ici, j'ai un métal qui va s'oxyder à un degré d'oxydation X+, et donc qui va libérer X électrons. De l'autre côté, j'ai mon oxygène de l'air qui va se réduire sous forme de O2-. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà vu, hein, et comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, en général, on préférera équilibrer les réactions en les normalisant à une mol d'O2. C'est pour ça que finalement, on retrouve cette équation bilan de manière générale pour la formation d'un oxyde. Donc, en mettant tout ça à l'équilibre, on retrouve, avec le coefficient stoichiométrique qui va bien, on retrouve cette équation-là. Donc ensuite, si j'écris l'équation de la réaction, la constante d'équilibre de cette réaction-là, donc en général, hein, vous avez vu que normalement la constante de réaction, c'est la concentration des produits sur la concentration des réactifs. Donc j'ai simplement repris cette équation que j'ai remise sous forme de constante de réaction. Donc là ici, hein, on retrouve d'un côté les produits les réactifs en jaune et les produits en vert. Donc là, la constante de réaction s'écrit de cette façon-là, en exposant les coefficients stoichiométriques à chaque fois. En général, donc là, comme on est dans le cadre de solide hein, pour le métal et pour les oxydes, finalement, on va pas parler de concentration, mais on va plutôt assimiler l'oxyde et le métal par rapport à leurs activités. On va parler plutôt d'activité dans ce cas-là. Et pour le gaz, on va plutôt parler de pression. Et donc, finalement, on peut réécrire la constante d'équilibre alliée à cette réaction comme étant l'activité de l'oxyde à la puissance 2 sur Y ici, avec le coefficient stoichiométrique qui est là, sur le facteur des produits qui sont l'activité du métal fois la P2O2, la pression d'oxygène, la pression partielle d'oxygène. Donc ça nous permet ici d'avoir l'équation de la constante de réaction relative à cette réaction de manière générique. Encore une fois, là on est sur des généralités sur la partie oxydation. Et un petit truc que je voulais vous donner aussi, l'intérêt d'avoir finalement une réaction comme ça, une équation générique. Si je prends n'importe quel oxyde, il y a une faute de frappe dans le truc. Donc en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que finalement, quand je prends cette équation-là, par exemple, si je veux regarder et équilibrer ma réaction du cérium qui s'oxyde qui forme un oxyde de cérium, si je veux équilibrer, c'est assez simple. Hein. Quand je regarde ici, finalement, mon 2 c'est X, mon 3 c'est Y, et donc assez facilement, je vais vous faire des corrections. J'ai oublié de changer des trucs. Hop, pardon, tac. Et donc finalement, c'est une fois qu'on connaît cette équation-là, finalement, c'est assez simple d'équilibrer par rapport à une mol d'O2 systématiquement, parce qu'en fait, il suffit juste de regarder sur le nombre de métaux et le nombre d'oxygène qu'on a dans notre oxyde, et tout simplement, ça nous permet d'équilibrer très facilement notre réaction. On voit qu'ici, pour C2O3, par exemple, comme X égale 2, Y égale 3, il suffit juste de remplacer ici. Donc, on retrouve 2 fois 2 sur 3, ça fait 4 tiers de CE.
Et puis pour de l'autre côté, hein, on retrouve encore une fois 2 sur Y, donc ici 2 divisé par 3, donc 2 tiers. Donc ça permet d'équilibrer assez facilement finalement la réaction en utilisant cette équation générique. En fait, vous ne pouvez pas vous tromper en équilibrant la réaction parce qu'il suffit juste de reprendre finalement les valeurs là, d'utiliser les bons coefficients ici. Donc là, j'avais pris l'exemple pour le cérium, mais si on prend l'exemple pour l'oxydation du niobium qui s'oxyde sous forme de Nb2O5, bah ça marche pareil. Donc je prends X égale 2, Y égale 5 pour équilibrer ma réaction. Et encore une fois, hein, si je fais 2 fois 2 sur 5, ça fait 4 cinquièmes de Nb. Et ici, pareil, si je prends 2 sur 5, ça fait 2 cinquièmes de Nb. Et là, direct, mes réactions, elles sont équilibrées, quoi. Donc ça vous permet de assez facilement d'être capable d'équilibrer les réactions d'oxydation en se rapportant à une mole d'oxygène. Est-ce que c'est clair ou pas? Et normalement, si vous écrivez ça de cette manière-là, vous pouvez jamais vous tromper en fait. Ouais, c'est après le diagramme d'Ellingham. Vous en avez déjà entendu parler ou pas? Oui, il y a que toi, Aurélien, qui a entendu parler. Ok, vous en avez entendu beaucoup parler ou pas? Ok. Parce qu'en fait, c'est un outil qu'on va, tout ça, en fait, ça va me servir effectivement là, tout ce que je suis en train de lister là, ça va me servir à introduire le diagramme d'Ellingham. Donc là, effectivement, il y a une question un petit peu en avance de phase. Et l'objectif, c'est que vous compreniez un petit peu comment on arrive, sur la base de ces équations un peu génériques, comment on arrive au diagramme d'Ellingham au final. C'est un peu l'objectif. Et sûrement la session prochaine, on verra comment on les utilise en fait. Sur cette slide-là, c'est clair ou pas sur la petite astuce là, que je vous ai donnée pour équilibrer les réactions? C'est bon? Donc en fait, là, je vous ai écrit de manière générale la réaction d'oxydation, de la formation d'un oxyde, peu importe la nature de l'oxyde. Peu importe la nature de l'oxyde, mais ça vous permet de manière générique de pouvoir équilibrer vos réactions sans vous tromper tout simplement. Et tout en gardant cette normalisation à une mole d'O2 systématiquement. Ça c'est important pour la suite, pour le diagramme d'Ellingham. Donc après, si on reprend l'expression générale de l'enthalpie libre, hein, qui nous est donnée par le deuxième principe de la thermo, donc globalement, la variation d'enthalpie libre de réaction, c'est égal à la variation d'enthalpie libre standard plus le RT. Donc R, c'est la constante des gaz parfaits, T, c'est la température, et K, c'est la constante de réaction qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Et donc, en combinant cette équation-là plus la constante de réaction qu'on a déterminée tout à l'heure, on arrive assez facilement, finalement, juste en injectant ça, le K ici, en injectant dans le log, on retrouve bien le delta G égale la variation d'enthalpie libre standard plus RT log, enfin ln de K, quoi, globalement, avec d'un côté les produits et en dessous les réactifs. Et donc au final, quand on est à l'équilibre, hein, ce qu'on peut voir, hein, c'est que globalement, l'enthalpie libre, elle est égale à 0, parce qu'on est à l'équilibre, ça veut dire que notre système il va plus évoluer dans un sens ni dans l'autre. Et en fait, on se retrouve avec le delta G0, donc l'enthalpie libre standard de réaction, qui est égal à RT ln de K. Parce que finalement, ça fait 0, je passe le delta G de l'autre côté, et donc ça me fait cette équation-là. C'est bon pour ça, c'est clair? C'est assez simple, hein. J'ai juste repris la constante de réaction que j'ai injectée dans l'équation générale de l'enthalpie libre, dans l'expression générale de l'enthalpie libre de réaction. Et ensuite, en faisant l'approximation, enfin pas l'approximation, mais quand on est à l'équilibre, la variation d'enthalpie de réaction elle est nulle. Et donc on trouve que delta G0 est égal au RT ln de K. Ça c'est sachant que K ça reste cette équation-là. Donc là on a fait une petite manip assez simple où on a fait le lien finalement entre la partie thermodynamique et la partie réaction chimique.
Ce qui nous permet, il y a un mot qui se pourrait dans la formule en bas. Ouais, ici c'est moins RT LNV4. Il y a beaucoup de signes de trucs. Parce qu'en fait, normalement, j'ai fait ça sur mon PC de boulot. Et en fait, le PC de boulot, il marche pas sur votre application. Donc là, je peux même pas les modifier en direct. Effectivement, il manque un mois. Donc je corrigerai. Merci de bien suivre, c'est cool. Donc voilà. Donc après, au final, ouais, donc là, donc au final, il y a deux façons finalement d'exprimer l'enthalpie libre de réaction. Donc on considère que, comme je vous disais tout à l'heure, hein, il y a le delta G 0 de l'enthalpie libre de réaction. Ok. C'est bon, il te manquait un truc ou tu veux que je laisse la slide? Ok. Donc après, il y a deux façons en fait d'exprimer l'enthalpie libre. Hein. On peut écrire l'enthalpie libre égale à la variation d'enthalpie moins T variation d'entropie. Donc en fait, mais on considère en général que delta H et le delta S varient peu en fonction de la température, surtout s'il n'y a pas de transformation de phase, que ce soit changement de phase, fusion, volatilisation, que ce soit du métal ou de l'oxyde. Donc après, il y a deux façons où on pourrait représenter finalement l'enthalpie libre en fonction de la température pour une réaction d'oxydation. Donc soit on le représente de cette manière-là, donc avec le delta G en fonction du T, en fonction de la température. Donc là, en axe des abscisses, j'ai la température, là j'ai le delta G. Ça me ferait donc une droite de variation, enfin de pente delta S. Moins delta S, mais comme finalement delta S c'est souvent quelque chose enfin c'est toujours une valeur négative dans la plupart des cas, donc ça ferait une pente positive au final avec une ordonnée à l'origine qui serait l'enthalpie standard. On peut également aussi représenter par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure le delta G en fonction de la P2O2, parce que finalement si je reprends ma constante d'équilibre que j'avais affichée tout à l'heure, en fait, en général, l'activité de l'oxyde et l'activité du métal, on va les considérer à 1. Donc finalement, notre équation, notre constante d'oxydation, ça va être 1 sur P2O2 au final, parce que ça devient 1, ça devient 1. Donc ça va devenir 1 sur P2O2. Et si j'injecte ça dans mon équation là, qui cette fois est non pas le moins pour le coup, on retrouve que finalement l'enthalpie libre c'est égal à moins RT log de 1 sur P2O2, et puis en inversant hein, le log ici, je me retrouve à delta G égale RT ln de P2O2. Et donc finalement, en utilisant cette relation là, on se retrouve avec un diagramme hein, sur lequel on peut finalement exprimer le delta G en fonction de la température pour divers systèmes métal-oxyde. Et effectivement, c'est connu sous le nom du diagramme d'Ellingham. Donc en fait, là, je vous ai fait un petit peu la démonstration de comment, en partant finalement du deuxième principe de la thermodynamique par rapport à l'expression du delta G et sur la base de l'équation de réaction de la formation des oxydes, en fait, on voit que finalement, le delta G il est fonction de la température et de la pression partielle d'oxygène. Et ça va être important parce que ça va nous renseigner finalement, ça va nous permettre de tracer des choses qui vont permettre de classer finalement les oxydes entre eux et les métaux entre eux par rapport à leur sensibilité vis-à-vis de l'oxydation, etc.
Et c'est aussi pour ça que c'est important de normaliser les réactions d'oxydation à une P2 avec une valeur ici de O2 fixe, donc à 1 mol d'O2, parce que sinon, je me retrouverai ici avec un coefficient stoichiométrique, ici avec une puissance, et cette puissance-là, elle varierait systématiquement avec avec le type d'oxyde. Et or, pour s'affranchir de ça, on normalise finalement à 1 mol d'O2, ça nous permet globalement finalement d'être uniquement dépendant de la P2O2 et de la température pour aller chercher le delta G qui est l'enthalpie libre de réaction de la formation, de la réaction. Donc en fait, hein, tout ça, c'est finalement ça, on se retrouve avec avec l'expression de l'expression qui permet finalement de tracer les fameux diagrammes Zellingen. C'est bon pour vous tous là, vous êtes OK là avec la représentation? OK, donc au final, on arrive à ces fameux diagrammes d'Ellingham. Donc bon voilà, je vous en ai mis un globalement qu'on peut trouver dans les techniques de l'ingénieur par exemple. Donc quand même quelques particularités sur le diagramme d'Ellingham. Donc de manière générale, seuls les métaux purs sont représentés. Donc vous retrouverez uniquement, par exemple ici, je sais pas, je prends n'importe quoi, le zinc, le phosphore, le cobalt, le plomb, le cuivre, etc. Globalement, le diagramme d'Ellingham, il est tracé uniquement pour les réactions d'oxydation des métaux purs. Ça permet d'avoir des approximations plus simples plutôt que de prendre des matériaux, on va dire des alliages par exemple, parce que dans les alliages en fait finalement l'approximation qu'on a fait ici, activité du métal égale à 1, elle est plus tout à fait vraie. Donc c'est pour ça que dans le diagramme d'Ellingham, pour que les tracés qui sont ici soient réalistes et qu'on puisse assimiler finalement l'activité à 1, il faut considérer que les métaux soient purs et donc qu'ils soient la seule espèce en présence. Et donc c'est pour ça que on n'a que les métaux purs qui sont représentés ici, parce qu'on peut faire l'approximation que l'activité du métal ici elle est égale à 1. Sinon c'est pas tout à fait vrai, on n'a pas tout à fait le droit de faire ça. Après, toutes les réactions sont normalisées par rapport à 1 mol d'O2, donc c'est ce qu'on retrouve finalement. Vous verrez toutes les équations qui sont écrites sur ce diagramme sont toutes normalisées par rapport à 1 mol d'O2. Je prends n'importe laquelle, je prends on verra plus tard. Je prends celle-là, par exemple, je prends le nickel, on retrouve Ni plus O2 donne 2 NiO. Le cobalt, pareil. Si j'en prends d'autres, par exemple, le chrome, 4 tiers de chrome plus O2 donne 2 tiers de CR2O3. Pareil pour l'alu. Bon, j'ai pris quelques exemples là, ici, mais vous voyez que, encore une fois, dans ce diagramme-là, en fait, ces courbes-là ne sont vraies que si on les trace par rapport à 1 mol d'O2, pour pouvoir les normaliser entre elles, et si on est dans le cas des métaux purs. Et donc, l'intérêt de ce diagramme-là, c'est qu'il fait à la fois le lien entre la température qu'on retrouve ici en abscisse, la pression partielle en oxygène qu'on retrouve ici sur tout le tour du diagramme. Donc sachant qu'ici on part de la pression atmosphérique et plus on descend comme ça et quand on va par là, plus on diminue la P2O2, donc plus la pression partielle en oxygène diminue. Et elle fait aussi le lien entre l'enthalpie de réaction et ces grandeurs-là que sont la température et la pression partielle d'oxygène. Donc c'est quand même un diagramme qui est quand même bien utile parce qu'il permet notamment de dire si un métal va s'oxyder ou pas dans des conditions de température et de pression. Donc ça c'est un point important. Autre point important, c'est que plus un oxyde est bas dans le diagramme, plus il va être stable. Donc ça veut dire aussi, dit autrement, c'est que plus on est bas dans le diagramme, plus le matériau, plus l'élément métallique qu'on regarde, il va être oxydable, donc plus il va être sensible à l'oxygène. Et ça permet aussi de comparer les oxydes entre eux. Donc typiquement, ce qu'on peut voir ici, c'est que l'oxyde de chrome, même l'oxyde de nickel, par exemple, c'est un oxyde qui est moins stable que l'oxyde d'aluminium, par exemple. Ça veut dire, en conclusion, en traduction, ça veut dire que l'aluminium, par exemple,
c'est un élément qui est beaucoup plus oxydable que le nickel. Mais il a d'autres vertus, donc on verra plus loin pourquoi ça a quand même un intérêt de s'intéresser à l'aluminium. Mais ça permet de classer les oxydes entre eux, et ça permet de dire, par exemple, si je suis à une température et une pression donnée, au-dessus de cette droite-là, mon élément stable, c'est l'oxyde d'aluminium. En dessous de la droite, c'est l'aluminium. C'est ce genre d'information qu'on peut aller chercher. Donc là, vous inquiétez pas, la prochaine séance, là, on rebalayera un petit peu plus en détail comment on utilise le diagramme de phase et le diagramme d'Ellingham et les infos qu'on peut en tirer. Donc là, c'est un petit peu toutes les informations générales qu'on peut retirer du diagramme d'Ellingham. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que encore une fois, c'est que ça concerne que les métaux purs, que toutes les réactions sont normalisées par rapport à une mol d'O2, ça c'est extrêmement important. Et que ça permet de faire le lien entre la température et la P2O2, la pression partielle d'oxygène. Ça permet de nous renseigner sur les espèces en fait, et sous quelle forme elles vont être en fonction de la température et de la pression. Par contre, il y a un truc qui est vraiment important et qu'il faut que vous reteniez, c'est que ça nous dit en gros dans quel sens va évoluer le système, mais ça nous dit pas à quelle vitesse. En aucun cas, finalement, le diagramme d'Ellingham va nous dire l'aluminium s'oxyde plus vite que le chrome ou le nickel s'oxyde plus vite que l'aluminium. Ça, on ne sait pas répondre avec ce diagramme-là. On sait juste dire dans un système donné, dans un environnement donné pour un système donné, on va évoluer vers la formation de tel ou tel oxyde, mais ça ne nous dit jamais à quelle vitesse. Ça, c'est important. On a juste là, on a uniquement l'aspect thermodynamique du diagramme d'Ellingham. Qui nous dit que, et ça c'est vraiment une notion qui est importante et qu'il faut vraiment que vous reteniez, que ça ne renseigne aucunement sur la vitesse de réaction, mais juste le sens d'évolution entre l'oxyde et le métal et vers qui on va se diriger au niveau de la réaction. Voilà, donc ça c'est vraiment des généralités sur le diagramme d'Ellingham. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, ça vous parle qu'il est 15 heures. On n'a pas fait de pause. Je pense qu'on va s'arrêter là pour que vous puissiez souffler entre deux cours. Je peux prendre encore quelques minutes malgré tout si vous avez des questions par rapport à cette première partie du cours. Si vous voulez que je reprécise un ou deux points, on peut prendre quelques minutes pour éclaircir certaines choses. Si vous voulez que je revienne sur des trucs. Non, c'est bon, vous n'avez pas de questions? Ok, c'est bon. Dans ce cas, si c'est bon pour vous, moi je vais voir comment on fait pour mettre les slides là sur la plateforme. J'avoue, j'ai jamais fait. Je demanderai à vos enseignants. Je mettrai les planches jusqu'à la slide 22 et ensuite je vous mettrai la suite au fur et à mesure. Comme ça permettra que vous ayez les planches au fur et à mesure. Ok, donc si c'est bon pour vous, si vous n'avez pas de questions sur cette première séance, on va s'arrêter là. Ok. Bon, je considère que c'est bon, donc je vais m'arrêter. Je vous souhaite bonne fin de journée et puis à la semaine prochaine. Encore en visio malheureusement, et puis il me semble qu'on devrait pouvoir faire en présentiel la troisième séance.
Donc peut-être qu'on verra à ce moment-là si tout va bien. Au revoir.